Bonjour tout le monde. Avant de démarrer, je vais passer la main à Stéphanie. Je vais vous expliquer un petit peu ce que vous avez devant vous. Vous êtes dans une session de Google Meet pour ceux qui ne le connaissent pas. En bas, si vous passez le souris à l'intérieur de votre fenêtre, en bas, vous avez 3 boutons pour pouvoir vous muter, la toute première. Je vais vous demander de le faire par défaut. Vous pouvez également, celui du bouton de milieu, si vous n'aimez pas ce que j'ai à vous dire, vous pouvez quitter, vous pouvez partir, il n'y a pas de souci. Et vous avez la possibilité d'éteindre ou d'allumer votre caméra, si vous en avez une. Tout à droite, vous avez 3 petits boutons qui vont vous donner des options pour vous permettre de changer éventuellement ce que vous voyez en plein écran, etc. Sur quoi je passe la main à Stéphanie pour l'introduction. Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre présence aujourd'hui sur ce webinaire dédié au télétravail. Contexte un peu particulier qui nous pousse aujourd'hui à retravailler en télétravail. Et merci à Alan, que certains d'entre vous avaient croisé lors de notre AG Meetup sur la stratégie pour rebondir. Donc, Alan interviendra sur le télétravail. Il réinterviendra en début d'année, j'espère, en présentiel, quand on pourra faire du présentiel sur d'autres sujets. Donc, merci à lui d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Donc, je te laisse prendre la parole, Alan. Et puis, donc, tu lances l'enregistrement peut-être ou c'est déjà fait? Il est déjà fait. Donc, cette réunion est enregistrée, en cours d'enregistrement. Et je me mets en mute. OK, très bien. Bien, je vous remercie beaucoup. Déjà, quelques éléments juste pour positionner un contexte. Est-ce que vous voyez l'écran de présentation? Vous pouvez le mettre éventuellement en grand. Si vous cliquez dessus et vous appuyez sur le bouton Pin. Donc, il y a un bouton avec une petite punaise. Si vous le pinez, vous allez pouvoir le voir en principal sur votre écran. OK? Donc, pour cela, bien. Donc, merci beaucoup au ME93 de m'inviter aujourd'hui pour cette session de webinaire au niveau de télétravail. Donc, moi, je m'appelle Alan Muntadas et je suis le patron d'une société qui s'appelle Digital Salamander. Donc, Digital Salamander, qu'est-ce qu'on est? En fait, donc on a été créé en 2017, pas moi. Notre métier, c'est simplifier le travail, idéalement en collaboration, et on a une équipe à peu près partout en France, Paris, Lille, Lyon, Nice, Nantes, et surtout à travers un réseau d'experts qui sont au service des différents clients que nous avons et que nous partageons. Si jamais je commence à parler trop vite, n'hésitez pas de me faire un petit signe, etc. Donc, notre objectif à nous, c'est de vous faciliter à adopter des nouvelles méthodes de travail pour que vous puissiez vous libérer des soucis informatiques. C'est la manière dans laquelle on présente ces éléments-là. Et aujourd'hui, l'objectif de vous présenter comment est-ce qu'on fait de télétravail, comment est-ce qu'on peut réussir le télétravail. Je vais vous en parler de cela dans un certain contexte. D'accord? Donc, comment réussir le télétravail? C'est surtout une question de comment garder tout le monde connecté. Lorsque nous sommes dans un bureau, nous avons des possibilités d'aller voir les collaborateurs des uns des autres en simplement toquant sur une porte ou la salle de café, la salle de pause, le déjeuner du midi, etc. Donc, c'est quoi cela? Cela, c'est de la connexion, c'est de la relationnelle. Ce n'est pas le problématique d'être physiquement sur le même lieu en lui-même, c'est le fait de pouvoir communiquer, discuter facilement avec des uns et des autres. Quand on est dans un contexte de télétravail, comment est-ce que nous pouvons continuer à garder cette situation-là, cette possibilité-là, lorsqu'on est dans un contexte où, effectivement, notre collaborateur du bureau, en fait, ne se trouve pas dans la pièce d'à côté, mais se trouve à 5 km chez lui. Donc, c'est ça l'objectif d'aujourd'hui, c'est surtout de travailler autour de la réussite du télétravail dans la notion de se garder ou de rester connecté. Pendant cette session, je vais faire des références à quelques outils pendant la période de la session, mais je vais parler en termes génériques d'usage. Chaque fois que je parle d'usage, j'aurai toutefois quand même une représentation technique de comment cela se met en œuvre pour que vous puissiez le voir au niveau de la réalité de l'implémentation. Mais moi, je vais me concentrer en termes des explications sur ce qu'on appelle le cas d'usage. L'entreprise fluide. Aider les employés à se connecter avec leurs collègues, à collaborer de n'importe où et de trouver ce qu'ils ont besoin. L'utilisateur, ou plutôt l'employé, mais ça peut être également un collègue ou ça peut être éventuellement un fournisseur, a besoin de pouvoir rentrer en contact, rentrer en communication pour pouvoir garder ce lien et garder ces éléments-là.
Donc, aujourd'hui, on va parler de ces différents aspects à travers 3 principes. Premièrement, en préambule, il a été identifié que les travailleurs à distance sont tout aussi efficaces que ceux qui travaillent dans les mêmes bureaux. Il y a une étude de Gallup qui a montré que le niveau d'engagement des autres travailleurs est à distance sont identiques, voire légèrement meilleurs dans cette capacité-là. Donc, ce n'est pas le fait d'être à distance qui nous empêche de travailler ensemble ou d'être collaboratifs. Justement, c'est tout à fait possible, spécialement quand on met en œuvre les outils nécessaires pour cela. Pourtant, certains ont des difficultés, notamment la notion de se connecter, d'organiser la logistique, comme des salles de discussion, des fuseaux horaires, les disponibilités des employés. Ils ne sont pas certains de comment techniquement le mettre en œuvre à travers le être connecté. Veiller à ce que les travailleurs disposent de la bonne technologie pour qu'ils puissent soutenir ces tâches, pour qu'ils puissent se connecter avec les autres, qu'ils ont les moyens. Et puis, se sentir connecté. Apprendre à se connaître, instaurer la confiance qui est le cœur de la problématique du télétravail et assurer que les membres de l'équipe ne se sentent pas isolés. Il y a 2 principales difficultés dans le télétravail au niveau de l'humain. C'est pour le manager d'avoir la confiance du travail qui est fait par la personne, ou l'employé, le collègue qui est en télétravail, et par l'employé, par la personne qui, lui, se trouve en télétravail, de ne pas se sentir isolé par rapport au reste de ses collègues, et ceci peut avoir un impact sur cet individu-là. Donc, aujourd'hui, nous allons couvrir ces 3 points. Comment rester connecté, comment encourager la participation, et comment promouvoir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Rester connecté. Ça ne concerne pas que les employés. Ça concerne également les prospects, les clients, les partenaires, les fournisseurs. Il n'y a pas d'agenda. C'est juste un point où les gens ils peuvent, d'une façon régulière, sortir des sujets. Les nouveautés de la semaine, etc. Une fois par semaine ou 2 fois par semaine, tout cela va dépendre de l'organisation de votre métier, mais cela permettrait de construire cette notion d'avoir un moment de discussion ouverte. Ce qui peut arriver lorsque vous travaillez dans un travail en prémisse, c'est-à-dire au bureau, lors du pause café, lors du pause organisé, etc. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc, permettre la discussion, c'est de créer ces points de contact réguliers pour garder le contact d'une façon régulière. Éviter à ce que quelqu'un reste sans contact pendant trop longtemps. Ça élimine la probabilité ou la possibilité d'isolation de l'individu, de l'employé plutôt, lorsqu'il se trouve dans cette situation-là. Partagez rapidement les idées avec votre équipe à travers des outils de discussion. Aujourd'hui, nous avons des outils qui nous permettent, à travers le chat en asynchrone, à travers que ce soit Google Chat que vous voyez ici, ou que ce soit des outils de type WhatsApp ou autres, des possibilités de créer des salles de discussion pour pouvoir avoir des salles de conversation pour créer autour du projet ou autour d'une équipe particulière, pour avoir un lieu de discussion dit en asynchrone, c'est-à-dire que je peux publier un message, les autres vont le lire au moment qu'ils sont disponibles pour le lire et y répondre. On garde toute l'historique des conversations et donc de cette façon-là, la discussion virtuelle, elle est mise en place dans une situation qui permet à toute personne de l'équipe de rejoindre la conversation à un moment donné. Ils n'ont pas besoin d'être physiquement là au moment de la conversation, ils peuvent y arriver un peu plus tard. Donc, c'est-à-dire que dans cette notion de je suis à distance et je suis peut-être occupé à faire autre chose, je ne suis pas exclu de la conversation, je suis quand même inclus puisque j'ai les informations et je peux y accéder à tout moment. Utilisez une application de type tableau numérique. Lorsque vous êtes dans une réunion, on a la problématique de générer des idées, de partager des informations. Nous avons aujourd'hui des outils numériques qui nous permettent de mettre en place les mêmes choses que les paperboards qu'on avait ou le tableau blanc qu'on avait dans les salles de réunion. Nous pouvons utiliser cela pour faire des sessions de brainstorming, pour partager des idées, des post-it numériques, etc.
Cela va permettre à générer des idées, à avoir des discussions autres que simplement à travers une discussion orale, mais également des discussions visuelles. L'objectif étant de garder les mêmes capacités dans une réunion à distance que nous avons lorsqu'on est en présence dans une salle de réunion. Donc, utiliser une table blanche de type Jamboard ou autre, il y en a certains qui existent et qui marchent très bien, pour pouvoir permettre à cette possibilité lors d'une réunion. Il est important quand on crée une réunion virtuelle, quand on est en télétravail, de varier la réunion. C'est-à-dire avoir à la fois des périodes de discussion, mais aussi des périodes de réflexion et des périodes de création, de idéation. L'utilisation d'un outil de type table blanc de tableau numérique permet donc dans ce cas-là de générer ces idées et les partager tous ensemble. Faciliter comment est-ce qu'on retrouve l'information en gérant les fichiers d'une manière centralisée avec des dossiers partagés sécurisés dans le cloud. L'utilisation du cloud permet de travailler de n'importe où avec n'importe quel device. Donc, je peux me retrouver chez moi avec mon ordinateur ou je peux me retrouver dans un centre de bureautique avec un téléphone portable ou chez le client, etc. L'utilisation et la conservation des fichiers d'une façon centralisée dans le cloud sécurisé permet d'assurer d'avoir toujours accès aux dernières informations et d'avoir le moyen d'y arriver à avoir les informations et de les échanger. On a également tout ce qui est le co-authoring, c'est-à-dire la possibilité d'éditer le document en même temps que nos collègues, donc de partager, créer des commentaires, avoir des fils de discussion autour du contenu, autour de l'information. L'utilisation de ce type d'outils va faciliter la génération, le télétravail, parce que ça permet d'assurer que tout le monde a accès aux informations au même temps et on a accès aux bonnes informations. Deuxième étape, c'est d'encourager la participation. On a beau avoir des outils qui peuvent être mis en place, si personne ne les utilise ou si personne s'en serve, on ne va pas aller très loin dans le télétravail. Un conseil, c'est de faire en sorte que tout le monde sente le bienvenu pour allumer la caméra. Donc, lorsqu'on est dans une réunion en présentiel et qu'il y a quelqu'un qui arrive dans la réunion par téléphone, très souvent, la personne se trouve isolée et n'arrive pas à participer. Dans le télétravail, l'utilisation de la vidéo permet d'éliminer cette probabilité ou cette situation-là, parce que ça permet de partager plus d'informations. Lorsqu'on est visuellement dans la réunion, on arrive à mieux comprendre, à mieux entendre, à mieux participer, à mieux voir le message qui est en train d'être transmis. Il est donc du coup important pour intégrer et encourager la collaboration, encourager la participation, à permettre aux gens de se sentir confiants à mettre en place le caméra pour qu'ils puissent participer visuellement à la réunion. Encourager les conversations avec des questions ouvertes. Une des difficultés lorsqu'on est au télétravail dans une situation de réunion à distance, c'est que les gens n'osent pas participer. Ils n'osent pas répondre à des questions ou les réponses sont très courtes, sont oui, non, oui, je suis d'accord. Si vous avez un manager qui est en train de poser la question, un certain nombre de questions qui sont tout simplement des questions oui, non, il n'y a pas vrai d'échange. Il n'y a pas vraiment un échange entre les différentes personnes. L'objectif étant de assurer la collaboration et l'échange et la participation, il faut chercher à poser des questions d'une façon ouverte pour engendrer la discussion. Cela permettrait de renforcer le message que les personnes, malgré le fait qu'ils se trouvent à distance, sont importants et doivent participer dans la réunion, ils peuvent participer et donner leur opinion et être intégrés et sentir intégrés dans la réunion. Cela facilite donc la construction de la confiance entre les managers, entre les employés, les différentes personnes, les différents collègues qui travaillent tous à distance.
On a également la possibilité d'enregistrer les réunions, telles que celle-ci. Cela va permettre de pouvoir partager la réunion par la suite avec des personnes qui n'ont pas pu être là physiquement ou qui n'ont pas pu participer au moment de la réunion. Le fait de l'enregistrer permet à la personne qui n'a pas pu participer de revenir un peu plus tard et regarder et ajouter, lui, à ce moment-là, ses propres commentaires dans le document qui avait été partagé pour la réunion ou pour la discussion. Cela donc donne la possibilité de considérer, de ne pas avoir à s'occuper, à assurer 100% des participations immédiates dans une réunion par rapport aux horaires, les contraintes des uns et des autres. Cela également permet de faire fi des problèmes éventuellement de tranche horaire, si quelqu'un se trouve aux États-Unis ou si quelqu'un se trouve ailleurs dans le monde, etc., parce qu'il est en voyage ou autre, etc. Surtout quand on est dans un contexte de télétravail où on n'est plus forcément à son lieu de travail ou dans la même zone de son lieu de travail qu'on était habituellement. Pour les managers, la réussite télétravail passe surtout par le fait de fixer des objectifs clairs et de partager des progrès. Aujourd'hui, nous avons des outils qui nous permettent de faire de la gestion de projet et des suivis de tâches collaborativement. Cela va permettre d'assurer qu'on voit où est-ce que sont les différentes actions des différents individus. Et ce n'est pas une question de présentéisme, ce n'est pas une question de « je suis là, donc je travaille », c'est une question de « j'ai une activité à faire, j'ai terminé mon activité, je travaille ». Que je sois physiquement présent dans la notion de télétravail, elle n'existe pas. Donc, que je sois en ligne toute la journée, ce n'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est d'être disponible lorsqu'il est nécessaire et d'assurer d'avoir complété ces tâches telles qu'il est prévu par les différents organismes, par les projets, etc. Et puis, pour finir, la notion de promouvoir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée, notamment pour faciliter l'ambiance d'équipe. L'objectif dans le télétravail, de s'assurer qu'on construit une équipe, une relation virtuelle est toutefois quand même une relation réelle. On a peut-être utilisé des moyens virtuels pour le construire, mais la réalité, c'est que cette relation s'est construite entre deux individus. Ce n'est pas l'ordinateur ou ce n'est pas le téléphone ou l'outil de collaboration qui a construit la relation. Ce sont les deux individus ou les multiples individus qui participent à la réunion qui construisent cette relation ensemble. Donc, dans ce contexte-là, lorsqu'on est à distance, on perd un certain nombre d'échanges inhabituels ou non prévus au coin du café, en passant dans le couloir, etc. Du coup, il faut permettre de donner des moyens de reconstruire cette zone un peu plus libre, un peu plus, cherche un bon mot pour ça, on va dire un peu plus, un sentiment de participer, de appartenance à un groupe, à une équipe, de construire cette confiance. Donc, l'objectif pour cela, d'accord, c'est de planifier le travail à la maison à travers le calendrier. C'est-à-dire que mettre en place un calendrier dédié sur le fait que pour positionner quand est-ce que je suis en télétravail et le publier. Faire en sorte que, par exemple, pour une organisation ou pour une équipe, vous avez un calendrier partagé qui, lui, va indiquer pour toutes les différentes personnes de l'équipe quel est le moment que ces personnes vont faire du télétravail, quels sont les moments que ces personnes ne vont pas faire du télétravail, mais qui indique également par rapport au télétravail quand est-ce que ces personnes vont être disponibles lors de leur période de télétravail. Il y a certaines personnes, pour des raisons organisationnelles chez eux, ne peuvent pas forcément avoir la même disponibilité par rapport à lorsqu'ils sont au bureau, parce que la manière dans laquelle ils organisent les tâches, et surtout dans cette époque-ci qui est liée au confinement, nous avons également à gérer
les enfants pour l'école, éventuellement d'autres, le mari ou la compagnon qui, lui, est également en train de travailler en télétravail. Et donc, on n'a peut-être pas l'espace pour avoir les deux personnes en même temps en train de faire des réunions visio, etc. Donc, pour cela, il faut s'organiser. Il faut s'organiser à la fois avec ses collègues, mais aussi à la maison pour pouvoir s'assurer qu'on a une condition de travail qui sont optimales. L'utilisation des outils de collaboration ou des salles de discussion telles qu'on a mentionné plus haut va permettre de rester lié à la conversation, de rester intégré dans la conversation sans forcément être présent au moment que cette conversation ait lieu. Donc, il faut planifier sa journée. Comment on le planifie? Lorsqu'on est au bureau, la journée, elle est planifiée, elle est structurée autour de le bureau, c'est-à-dire qu'il y a un horaire par rapport au déjeuner, il y a souvent un horaire défini, ou en tout cas habituel par rapport à une pause, le pause café du matin. Certaines organisations, c'est dès le matin à 9h, 9h15. Pour certaines équipes, ils ont plutôt l'habitude à prendre leur café autour de 10h30. Bah, c'est la même chose. Quand on est à la maison, il faut s'organiser et se construire des habitudes, à la fois avec soi-même, mais également avec ses équipes. Donc, on peut mettre en place à travers ces salles de discussion informelles la possibilité de dire, bah, écoute, tous les mardis à 10h30, on fait notre café virtuel et on discute des choses et d'autres qui sont hors le sujet du travail pendant un quart d'heure, par exemple. Cela permet de construire la relation de confiance et construire une notion d'appartenance dans cette équipe-là que nous perdons un petit peu lorsque nous sommes à distance pour trop longtemps et qu'on ne voit pas les personnes, on ne participe pas dans cette notion de salle de réunion ou qu'on n'est pas dans la salle de pause. Et donc, on a ces échanges entre différentes équipes. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il faut s'assurer que vous mettez à jour vos disponibilités pour permettre à ce qu'on puisse garder un peu une trace de ceux qui travaillent sur des horaires décalés. La facilité de cela va permettre d'assurer que lorsque j'ai besoin de contacter quelqu'un, je sais dans l'équipe qui est en télétravail, qui n'est pas en télétravail, qui est disponible, qui n'est pas disponible. J'ai également dans les outils de chat, par exemple, la possibilité de mettre à jour ma disposition actuellement. Je suis en réunion, je suis pas à côté de mon bureau, etc. Donc, de dire, bah, actuellement, pour l'instant, pendant 5 minutes, je ne suis pas là. Donc, ça permet d'éviter à ce que les personnes vont vous chercher et ne pas vous trouver. Vous allez pouvoir les indiquer par ces éléments-là, le fait d'être disponible ou pas. Le télétravail est à la fois un avantage, mais qui peut avoir quelques contraintes pour la personne qui est en télétravail, de donner l'impression qu'il doit toujours être devant son écran. Ce n'est pas le cas. On a la capacité de travailler à distance et de se donner ces moments de pause qu'on a habituellement lorsqu'on est au bureau, lorsque quelqu'un nous interrompt, quelqu'un vient nous voir pendant 5 minutes pour discuter d'un sujet, etc. Bah, chez soi, il faut également se donner cette capacité et publier d'une façon générale à l'organisation ou à l'équipe quelles sont ses disponibilités d'une façon générale. Quand est-ce que je sais que je vais avoir une contrainte d'une façon générale pour telle ou telle raison parce que je suis dans une situation de télétravail. Et puis, pour les managers, il faut donner l'exemple. Il faut prendre soin de vous-même et encourager les autres de faire de même. Vérifiez que les utilisateurs, que vos employés, vos collègues et des autres personnes avec qui vous travaillez vont bien, qu'il n'y a pas de soucis particuliers, qu'ils ne se sont pas isolés, qu'ils ont pu participer. Lorsque vous avez, par exemple, eu une réunion précédemment et qu'une de vos collègues n'a pas vraiment participé dans la réunion, n'hésitez pas d'aller chercher, de retourner derrière, poser la question, d'identifier le pourquoi. Le télétravail est une situation humaine. Ce n'est pas une problématique technique, ce n'est pas une problématique d'outils. Les outils, les procédures et les techniques sont là pour faire en sorte que ça fonctionne. Aujourd'hui, pour faire la réussite du télétravail, c'est l'humain. Il faut s'assurer que les personnes se sentent en confiance, qu'ils se sentent appartenant à l'équipe et à l'organisation, malgré le fait qu'ils se trouvent à une distance qui n'est pas habituelle. Pour la petite anecdote, ça c'est un message réel que j'ai reçu hier, car c'était réellement mon anniversaire hier en fait. Et puis, presque pour finir, mettre en place ce qu'on appelle un chat informel.
utilisation d'une salle de chat qui est plutôt pour les bavardages, plutôt pour le just for fun, la possibilité d'avoir un lieu d'expression, merci, la possibilité d'avoir un lieu d'expression qui est un peu plus rigolo, un peu moins formel, un peu moins obligatoire. Et puis finalement, n'oubliez pas de vous amuser. Travailler à distance laisse moins d'opportunités pour s'amuser en équipe. Il faut trouver des moyens de faire un effort supplémentaire. Mettre en place des conversations décontractées, c'est-à-dire n'hésitez pas de pinguer, donc c'est de envoyer un petit mot à vos collègues en disant tiens, est-ce que vous avez vu telle ou telle nouvelle, ou est-ce que vous avez vu, ou envoyer une photo, mettre en place ces chats informels que je vous ai montrés, éventuellement partager des informations par rapport à votre situation de vie, de télétravail, parce que ce n'est simple pour personne. Tout le monde doit s'adapter à la situation telle qu'il est aujourd'hui ou qui sera dans l'avenir. Le télétravail va prendre de l'ampleur. Il a pris énormément d'ampleur cette année. Il va continuer à le faire. Il faut donc avoir la capacité aussi de partager sa vie par rapport à cela pour faire en sorte qu'on l'intègre mieux dans le vie de l'entreprise. Ceci est la fin de la présentation en tant que telle. Là, ce que je voudrais prendre, c'est quelques minutes pour que vous puissiez éventuellement poser vos questions. Donc, j'avais mis en place des outils au niveau de la session pour vous pouvoir faire des questions par écrit. A priori, tout va bien. Personne n'a posé de questions spécifiques. Une question, juste, peut-on facilement synchroniser nos agendas Outlook avec Google Calendar? Oui, on peut, oui. Voilà, c'est la seule question qu'il y avait. D'accord. Donc là, c'est le moment où je vais vous demander donc d'allumer vos caméras et éventuellement n'hésitez pas. Donc, une bonne pratique dans une réunion à plusieurs, lorsqu'on a besoin de prendre la parole, c'est la notion de petit doigt et c'est pas une insulte. C'est-à-dire de dire, par exemple, moi, j'ai une question. Lorsque la personne qui est derrière vous a déjà vu que quelqu'un d'autre a mis une première question, quelqu'un d'autre se lève deux questions. Je suis le numéro 2 dans la liste, par exemple. Et ainsi de suite. La possibilité pour l'animateur de dire, un tel, il a une question, donc je vais structurer cela de cette façon-là. Il ne faudrait pas hésiter à animer les différentes discussions de cette façon-là. D'accord? Donc là, je vais laisser la parole s'il y a quelqu'un qui souhaite poser des questions. Stéphanie, peut-être toi, tu as déjà une question? Non, moi, je vais tout simplement lire la question que Myriam a posée. Est-ce qu'il y a une liste d'outils à recommander? Donc, oui, j'ai une liste d'outils à recommander. Je suis revendeur sur la partie G Suite et Google. Donc, forcément, je suis un peu biaisé et je vais recommander ces outils-là pour le travail et télétravail. Je le mets en œuvre chez des clients, mais il n'y a pas que ces outils qui fonctionnent. Il y a bien sûr d'autres outils qui fonctionnent. Le compétiteur que je nommerai pas, mais également des outils dans le marché qui sont spécialisés pour faire du travail à distance ou plutôt de faire du travail collaboratif existent sur le marché. Donc, il y a des outils qui fonctionnent aujourd'hui parfaitement pour cette situation. J'avais une question, Alan, c'est Françoise Farag. J'avais une question relative à la sécurité des outils que vous avez présentés, puisque aujourd'hui, on sait que sur le marché, il y a des outils qui sont plus ou moins sécurisés. Je ne citerai pas de nom, hein, mais bon. Voilà, donc qu'est-ce qu'il en est de l'offre Google en matière de sécurité? Donc aujourd'hui, Google, il assure que les outils sont sécurisés. Il y a différents niveaux de sécurité qu'il faut considérer. Il y a la sécurité physique des données par rapport à l'accès au data center et la sécurité physique, c'est-à-dire la manière dans laquelle la donnée en lui-même est traitée. Il est démultiplié, découpé, chiffré, etc. Donc, il n'y a pas de risque d'accès physique sur l'environnement des données. Après, il y a l'accès, on va dire, le partage de données ou comment est-ce qu'on accède aux données. Et le propriétaire de la donnée, la personne qui partage l'information, c'est lui qui définit qui a l'accès à cette information et de la manière dans laquelle il puisse accéder. C'est-à-dire qu'il peut définir si la personne a la possibilité de modifier l'information, faire un commentaire sur l'information ou éventuellement que le faire en lecture. Il a également la possibilité
possibilité de limiter la possibilité d'imprimer, de copier, etc. Donc, aujourd'hui, on utilise donc l'identifiant, le compte Google pour s'assurer, lorsque vous vous connectez au service, de votre identité. Et derrière cela, une fois que vous avez votre identité, vous avez des droits, des rôles qui vous sont attribués par rapport aux données à laquelle vous avez accès. Et vous avez un strict accès aux informations. Donc, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect accès physique aux données. Donc, ça, c'est sécurisé par des data centers et des procédures et des certifications qui sont tout à fait disponibles et publics pour pouvoir examiner. Et il y a l'accès à l'information par rapport à ce qui est fourni ou le partage qui est fait par les utilisateurs eux-mêmes. Et ça, c'est sécurisé en fonction de la manière dans laquelle vous décidez de partager cette information et le rôle que vous donnez aux personnes qui accèdent à l'information. Mais où sont vos data centers? Donc aujourd'hui, Google, il a une bonne vingtaine, voire une trentaine de data centers à travers le monde, en Europe, aux États-Unis, en Asie, etc. En Europe, il y a des data centers, les data centers majeurs se trouvent à Dublin et aux Pays-Bas, mais également des data centers en Belgique. Il va y avoir un data center en France, il est prévu. Je ne connais pas à ce jour si c'est prévu pour 2021 ou 2022, mais je sais que c'est prévu et en cours de préparation, on va dire. Et nous avons la possibilité, avec certaines versions des outils, de définir ce qu'on appelle le data region, c'est-à-dire la localisation des données. Donc, on peut décider de localiser les données sur les data centers qui se trouvent en Europe ou aux États-Unis ou en fonction des deux. Ok, mais bon, par rapport à certaines typologies de clients, c'est impossible d'avoir des data centers qui ne soient pas en France. En termes de sécurité, c'est pas possible. Donc là-dessus, si vous voulez, on peut avoir une discussion par la suite. Et aujourd'hui, à part une seule typologie par rapport à tout ce qui est considéré comme la défense, donc tout ce qui est militaire, il n'y a pas d'obligation d'avoir des données stockées sur des data centers en France. Nous avons la capacité aujourd'hui et des droits d'avoir des données qui se trouvent à l'extérieur de la France, en Europe. L'important, c'est par rapport à la réglementation européenne qui, lui, est commun en Europe et qui respecte à laquelle la France est soumise comme tout le reste des pays de l'Europe. Il y a effectivement les problématiques de certaines données de défense qui, eux, ont une réglementation liée à l'État, mais hors ce contexte-là, les autres données, l'autre manière de le faire sont tout à fait possibles. Aujourd'hui, si on regarde les grands groupes français tels que Airbus, Carrefour, etc., qui utilisent les services Google et ont des gros problématiques de sécurité de l'information et de confidentialité de l'information, nous pouvons démontrer qu'aujourd'hui, qu'on a cette capacité de s'assurer de la sécurité de l'information. Ok, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Denis Solou, quelle est la durée d'une réunion que vous recommandez, une durée maximale d'une réunion d'une personne avec un manager des personnes, 5 ou 6 personnes Donc, au niveau d'une situation de télétravail, donc une réunion à distance. C'est ça. Donc, dans ce contexte-là, c'est un peu difficile de dire qu'il y a un maximum. Ce qui est important, c'est de varier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement rester devant son écran pendant 2 heures à discuter, etc. Cette réunion peut être organisée de différentes façons. On a donc des moments où on va avoir des discussions, on a des moments où on va pouvoir faire des sessions de réflexion, utilisation des documents de partage et de collaboration pour faire du co-authoring, des possibilités de mettre en place des polls, donc des sondages, etc. L'idée que dans une réunion à distance, rester devant son écran en focus, dans une attention permanente est très, très fatigant, beaucoup plus fatigant que quand on est en physique dans une salle de réunion. Donc, l'idée, c'est qu'on doit chercher à faire des réunions plus courtes,
plus précis et plus focalisé sur un sujet. Idéalement, d'éviter de faire une réunion où on colle tous les objectifs de la semaine ou toutes les réunions, ou tous les sujets de la semaine en une seule réunion, mais plutôt de les découper plutôt en plus petites sessions qui permettent de focaliser les réunions plus spécifiquement autour de ces différents sujets. Donc, habituellement, je dirais que 45 minutes est une bonne durée. Au-delà, ça commence à être fatigant pour les yeux, fatigant pour l'oreille, surtout pour des personnes qui utilisent des écouteurs, etc. Mais à l'intérieur de ces 45 minutes ou d'une heure, etc., c'est bien d'avoir l'habitude, de prendre l'habitude de varier et d'assurer que tout le monde y participe, qui prend la parole, qui donne à l'opportunité de participer, etc. Et également, la mise en place du vidéo facilite aussi de raccourcir des réunions parce qu'on est capable de passer plus d'informations lorsqu'on est en visio avec quelqu'un que lorsqu'on est simplement à travers un audio, parce qu'on entend mieux, on voit mieux le message qui est en train d'être passé. Et pour la caméra qu'on active, qu'on désactive, on l'a vu aujourd'hui, qu'est-ce que vous recommandez d'avoir toujours activé ou de pouvoir de temps en temps la désactiver On peut de temps en temps le désactiver. Il ne faut pas forcément le laisser en permanence. L'idée, c'est qu'il vaut mieux quand même que c'est plus actif que désactivé. Parce que l'idée que si la caméra est désactivée, la personne, on va avoir du mal à la faire engager dans la réunion, à la faire participer à la réunion. Donc, que la personne ait besoin, par exemple, pour quelques minutes ou pour faire quelque chose, éteindre la caméra, et c'est nécessaire. Il y a aussi les questions de qualité de connexion de certains contextes, etc. Donc, au minima, ce que je dirais, c'est que pendant les premières quelques minutes de la réunion, que tout le monde ait la caméra, ou en tout cas, même si c'était à tour de rôle, pour des raisons de bande passante, qu'il y a un moment au début de la réunion où tout le monde participe en visio, même si effectivement on termine la réunion où les caméras sont éteintes, parce que pour des raisons de qualité, etc. En sachant que on réduise aussi l'utilisation du bande passante avec des documents partagés. Si vous utilisez, vous essayez pas de, par exemple, partager votre écran avec un document et qu'il y a quelqu'un qui tape pendant que les autres parlent, mais que tout le monde écrit directement dans le document qui est partagé sur le Drive, par exemple, ça va économiser également du bande passante, par exemple. Merci bien. Tout à fait. Et quand on prend la parole, c'est bien d'ouvrir la caméra. Donc, je vois qu'il y a, je vais dire Madame Rimbert parce que je ne suis pas sûr. Oui, tout à fait. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. Vous avez présenté un certain nombre d'outils, Oui. donc collaboratifs, des outils qu'il faut s'approprier, auxquels il faut se former. Dans l'idée de créer du lien, pour démarrer, quel est l'outil qui pour vous serait le plus pertinent? Un ou deux outils à mettre en place rapidement pour avoir cette connexion et ce lien. Le Google Meet que vous avez là, que nous utilisons actuellement, le visioconférence, le chat pour pouvoir avoir des discussions asynchrones, des salles de discussion. Et puis, le dernier, ça va être les documents partagés, s'assurer que les informations sont… Les 3 outils principaux sont ceux-là. Après, on peut aller plus loin avec des outils de type Jamboard, Klaxoon ou autres, etc., qui sont des outils qui permettent de construire de la collaboration en ligne. Il y a également des outils de gestion de projet qui nécessitent parfois un apprentissage un peu plus poussé. Mais le visioconférence, elle est très simple d'utilisation. Le chat, c'est très simple d'utilisation. Le document partagé, elle est rapidement prise en main par rapport à la compréhension du co-authoring. Comment est-ce que je puisse écrire en même temps que mon collègue, par exemple. Oui, d'accord. Je vous remercie. Je vous en prie. Est-ce que nous avons d'autres questions? Non, juste une remarque, si vous permettez, parce que nous sommes en télétravail depuis le 16 mars à 100%. C'est une volonté et un choix assumé pour éviter les problèmes sanitaires. Et par rapport à la question que vous posiez, qui était posée sur l'appropriation des outils, ça se fait très vite parce que
Parce que je pense que ce qui domine, c'est la volonté c'est le souhait de garder le lien justement, et que les outils collaboratifs sont là. C'est pas tout, hein. Vous avez dit tout à l'heure, Alan, que l'important c'est l'humain. Je ne peux que corroborer, mais les outils sont un vrai facilitateur, et on ne pourrait pas être en télétravail si on n'avait pas ces outils collaboratifs, si on n'avait pas la caméra pour se voir, si on partageait pas des petits moments autre que le boulot, qu'on n'y ait pas mis beaucoup d'humains dans notre quotidien. Donc, faut vraiment pas avoir peur de ces outils, et ça facilite. Enfin, voilà, je ne sais pas comment on aurait fait si on les avait pas eus à partir de mars. D'ailleurs, on n'aurait pas fait. Voilà. Et beaucoup de nos clients qui n'y étaient pas s'y sont mis de façon parfois un peu forcée, un peu contrainte, mais ensuite sont devenus des accros du mode distanciel pour éviter, entre autres, des déplacements compliqués depuis quelques mois. Tout à fait, je n'aurais pas pu le dire mieux, c'est tout à fait ça. Et l'humain est quand même un élément essentiel. Les outils existent, les outils sont là, on a la capacité de faire du télétravail. En réalité, les outils existent depuis déjà un certain temps, bien avant le mois de mars, ils y étaient déjà en place, on avait la capacité, mais on n'avait pas la culture, on n'avait pas la nécessité. Aujourd'hui, c'est par la nécessité que c'est devenu une culture, et je pense qu'on va de plus en plus aller dans ce sens-là. La notion de l'entreprise, avoir des bureaux qui peuvent coûter très cher, qui peuvent éventuellement avoir une contrainte géographique sur la capacité de trouver des bonnes ressources, des bonnes compétences, etc., va s'éliminer de plus en plus. Il y aura de plus en plus de sociétés qui vont se décider, je n'ai pas besoin d'avoir un siège, un bureau d'une façon permanente, ou je n'ai pas besoin d'avoir une sur lequel on est capable d'accueillir tout le monde tout le temps. Ça va donc de réduire des coûts, ça va faciliter l'échange, ça va faciliter le déplacement, etc. Donc, cette notion de télétravail, autant que c'était une nécessité. D'ailleurs, en mars, j'avais écrit un article le jour du début du confinement, le hasard a fait que, sur la nécessité, cette notion que le télétravail était devenu à ce moment-là par nécessité, mais qui allait devenir une culture, allait devenir une habitude. Et c'est le cas aujourd'hui. Cette deuxième section de confinement, et en niveau de télétravail, pour la plupart, c'est beaucoup plus facilement passé qu'en mars, même s'il y a encore des réticences, même s'il y a encore certaines personnes, mais malgré tout, la majorité des personnes aujourd'hui ont pris bien l'habitude de ce travail à distance. Mais c'est basé sur la confiance, hein. D'un point de vue des managers, c'est indispensable. S'il n'y a pas si c'est un élément fondamental pour que le télétravail fonctionne. Tout à fait. Comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est dans l'humain, c'est la confiance. Le manager doit faire confiance à ses équipes, et les équipes doivent faire confiance au manager. C'est comme ça qu'on construit une relation. Et pour répéter une phrase que j'ai dit tout à l'heure, on utilise peut-être les moyens virtuels pour construire la relation, mais la relation en elle-même n'est jamais virtuelle. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.